Chaque nouvelle version d'Angular apporte son lot de nouvelles fonctionnalités et d'amélioration du framework. La version 18 n'échappe pas à la règle. En plus de la stabilisation de nombreuses fonctionnalités qui étaient jusqu'à présent en mode Developer Preview, la version 18 du framework introduit des nouveautés, comme la possibilité de déclarer des variables dans les templates grâce au @let, l'unification des événements de changement d'état au niveau des abstract control, c'est-à-dire des formulaires réactifs, le fallback content pour la projection de contenu, des améliorations dans la gestion des redirections au niveau des routines, etc. Cette vidéo étant la première de cette nouvelle série sur la version 18, nous allons commencer en douceur avec le @let qui permet de déclarer et de manipuler des variables dans le template. L'objectif sera de découvrir comment cette nouvelle fonctionnalité permet d'améliorer l'écriture des templates de nos composants et surtout d'éviter les répétitions. Comme d'habitude, nous verrons tout cela à travers des exemples pratiques. Concernant mon environnement de développement, comme vous pouvez le constater, je travaille avec la version 18.2 d'Angular. Pour commencer, le @let nous permet de déclarer des variables auxquelles nous pouvons accéder dans le template. Et cela en respectant le scope dans lequel elles sont déclarées. Il est important de noter que les variables déclarées en utilisant le @let sont en lecture seule par conception. Nous allons donc voir à quoi ressemble tout cela par la pratique. Pour cela, j'ai préparé un petit projet ici, qui est constitué de quelques exemples que nous avons ici. Donc il s'agit des différents composants que j'ai nommés let 1, let 2, jusqu'à 4. Donc il s'agit d'exemples pratiques que nous allons dérouler progressivement pour mieux découvrir le @let. Donc si on se réfère ici aux composants racines, donc il s'agit d'afficher ici des composants et de les utiliser pour la pratique. Donc notre premier composant ici, c'est le app_let1. Donc si nous prenons ce composant, donc il s'agit d'un composant standalone. Et si nous nous référons à son template, donc le template se présente comme suit. Donc si on regarde rapidement à quoi cela ressemble dans notre navigateur, le composant se présente comme suit. Et si on se réfère au code ici, donc j'ai un test classique. Donc ici on utilise le @let pour déclarer deux variables. Donc ici, il faut juste noter que c'est mon éditeur de test qui fait le formatage et qui ramène les éléments sur la même ligne. Donc ici, on utilise le @let pour pouvoir déclarer une variable qui est dans ce cas un tableau qui contient une liste de systèmes d'exploitation. Donc après la déclaration de la variable de cette façon, donc je peux y accéder partout après la déclaration dans mon template. Donc ici, ce que nous faisons, nous créons une deuxième variable qui est fest, qui va représenter le premier élément de notre tableau que nous avons précédemment déclaré. Donc ici, nous récupérons cette valeur et que nous affichons en utilisant l'interpolation ici. Donc ceci nous permet, si on analyse ici, donc on voit que le let s'apparente un peu au let du JavaScript qui nous permet de déclarer des variables. Jusque ici, par conception, les variables déclarées en utilisant le let sont read-only par conception. Même si on peut les modifier, ils sont par conception read-only. Donc si on se réfère au code que nous avons ici, donc on déclare un tableau et on récupère après la première valeur du tableau ici qu'on a fait dans le fest. Donc si on affiche le fest, on s'attend à avoir la valeur Linux ici. Donc si je fais un save et que je retourne dans mon navigateur, on voit ici que j'ai Linux ici. Donc si je reviens et que je modifie par exemple le code et que je mets la valeur 1 ici, donc on s'attend à récupérer la deuxième valeur du tableau, dans ce cas Windows. Donc si je retourne dans mon navigateur, je vois que j'ai Windows ici. Donc on peut s'amuser ici à déclarer d'autres variables. Donc je peux dire par exemple que j'ai une variable qui représente l'âge d'une personne et qui a la valeur 10 par exemple. Donc il me faut mettre ici le let. Donc je peux après, ici c'est mon éditeur de test qui ramène tout sur la même ligne. Donc ici je peux dire par exemple qu'après je veux juste afficher cette valeur. Donc il me suffit de utiliser l'interpolation ici pour afficher la valeur. Donc je m'attends à avoir le 10 ici. Donc je peux aller plus loin et déclarer une autre variable ici et dire par exemple que âge2 par exemple égale à la valeur de l'âge que nous avons précédemment déclaré plus 20 par exemple.
Donc en faisant ceci, vu que la variable initiale let la variable initiale âge que j'avais déclarée à la valeur 10, donc lorsque je fais plus 20, donc ça fait 10 plus 20, ce qui me fait 30. Donc si j'affiche ici la valeur de h2, donc j'aurai 30 dans ce cas. Donc nous pourrons réaliser différentes manipulations en fonction du besoin sur cette valeur. Donc c'est de cette façon qu'on peut déclarer une variable en utilisant le let et on peut réaliser la majorité des opérations qu'on réalise généralement sur une variable. JavaScript, on peut généralement les réaliser sur les variables. Donc il faut juste noter que les variables par conception sont read-only. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les déclarer, les modifier après. Mais Angular, ici, ce qu'il faut noter, malgré que ces variables sont déclarées et malgré que ces variables sont par conception read-only, rien ne nous empêche de faire, par exemple, age2, par exemple, plus tard, et de lui donner une autre valeur. Donc si je fais, par exemple, 500, c'est quand même la dernière valeur qui sera prise par le h2 dans ce cas. Donc si je regarde ici, donc on voit que la dernière valeur ressemble à ceci. Jusque ça ne donne pas le résultat escompté dans ce cas. Donc ça affiche directement la valeur. Donc c'est important de noter que ceci est par conception read-only. Donc ça c'est le premier exemple pour avoir une idée de comment déclarer les variables en utilisant le applet. Donc la deuxième chose à savoir au niveau de la déclaration de ces variables, c'est que ces variables sont scopées. Donc pour démontrer cela, je vais prendre le deuxième composant que nous avons ici. Je vais juste décommenter ceci. Donc si on se réfère au contenu de ce deuxième composant, donc pareil comme le cas du précédent composant, donc on ne fait rien dans la partie TypeScript, donc on va juste se référer au template. Donc ici je déclare, je mets un petit titre, et là on voit que je déclare une variable ici. Donc là je déclare une variable dans un scope ici, et le scope en question c'est le @if. Donc en procédant ainsi, ça veut dire que je déclare une variable qui est locale à ce scope, qui est délimitée par l'ouverture et la fermeture des accolades ici. Donc en procédant ainsi, je peux accéder à cette variable en étant ici, vu que c'est le scope dans lequel cette variable a été créée. Donc ce qui me permettra, lorsque je vais dans mon navigateur, d'avoir Angular qui est affiché ici. Donc on me dit inside if. Donc je suis à l'intérieur du if et j'arrive à accéder à la variable ici. Mais vu que cette variable est locale à ce scope ou est définie dans ce scope, donc ça veut dire que en dehors de ce scope, la variable n'est plus accessible. Donc ce qui veut dire que lorsque je vais décommenter ce code, donc j'ai déjà une erreur ici et mon éditeur de test me dit qu'il ne connaît pas cette variable. La raison elle est simple, c'est que cette variable n'est pas accessible en dehors du scope dans lequel elle a été déclarée. Et si on retourne dans notre navigateur également, nous avons une erreur qui nous dit que cette propriété n'est pas reconnue. Donc cela, c'est pour démontrer que les variables déclarées en utilisant le applet sont scopées. Donc si nous souhaitons accéder à cette variable à l'extérieur, donc si nous déplaçons par exemple cette déclaration vers l'extérieur comme ça, donc on voit que l'erreur disparaît. Et là, lorsqu'on retourne dans notre éditeur, donc on voit que la variable est accessible à la fois à l'extérieur et dans le if. Et la raison elle est simple, c'est parce que nous avons maintenant cette variable qui est déclarée dans le scope global. Donc accessible partout dans le template, après sa déclaration bien sûr. Maintenant que nous savons comment déclarer des variables en utilisant le applet et la notion de scope, nous allons voir le plus que cette fonctionnalité nous apporte à travers quelques exemples. Donc pour cela, je vais encore une fois retourner à mon composant racine. Donc nous allons prendre un troisième exemple ici. Donc je vais décommenter ce composant. Donc si nous regardons ce composant, donc il s'agit d'un composant encore une fois dont l'objectif est de démontrer l'utilité du applet. Donc si nous nous référons au corps de ce composant, donc dans la partie TypeScript, nous avons ici un stream
qui nous permet de simuler l'appel vers un serveur. Donc c'est comme si on faisait un appel vers un endpoint sur un serveur pour pouvoir récupérer la liste des utilisateurs. Donc il s'agit d'une liste qui est constante ici. Donc on simule un appel vers un service web ou un backend pour pouvoir récupérer la liste de ces utilisateurs. Donc si on se réfère à la partie template de notre composant, donc l'idée de cet exemple, c'est de démontrer qu'on peut améliorer la performance en utilisant le applet, en le combinant bien sûr avec la directive async comme nous le verrons tout à l'heure. Donc ici, ce que nous essayons de traduire ou de faire à travers ce composant, c'est que nous simulons que dans notre application, nous faisons appel vers un service pour récupérer une liste d'utilisateurs et qu'ensuite nous listons ou nous affichons la liste des noms de ces utilisateurs et qu'en plus nous affichons également le nombre d'utilisateurs se trouvant dans cette liste. Donc si on retourne dans le navigateur, donc cela se présente comme suit. Donc on liste d'abord les utilisateurs en affichant leur nom et ensuite on affiche le nombre total d'utilisateurs contenus dans la liste, qui est 3 dans ce cas. Donc si on retourne au code, cette façon de faire cache quelque chose derrière, c'est que en utilisant le async pipe de cette façon, cela va créer un problème qu'on ne voit pas tout de suite, c'est que vu que c'est la récupération de cette liste de valeurs est un flux, vu que nous utilisons le async pipe ici, cela va créer 2 souscriptions pour pouvoir récupérer à chaque fois cette liste d'utilisateurs avant de pouvoir faire un traitement dessus. Donc même si ça ne se fait pas voir ici, cela veut dire que à chaque fois que nous avons un async pipe sur notre flux ici, donc cela va créer une nouvelle souscription. Donc ça veut dire qu'ici nous aurons une souscription qui sera créée et ici une nouvelle souscription. Donc dans la pratique, ça veut dire que cela fera 2 requêtes ou 2 appels vers le serveur. Et pour pouvoir résoudre cela, on utilise généralement des opérateurs comme le share replay ou le connect, qui sont des opérateurs RJS permettant de convertir des flux qui sont cold vers des flux qui sont hot. Donc, vous pouvez vérifier dans la documentation pour voir de RJS pour comprendre ce que c'est que cela. C'est que par défaut, les observables, lorsqu'on souscrit à un observable ou à un stream, cela crée un nouveau flux par défaut. Donc, si on souscrit 2 fois, cela va créer 2 nouveaux flux. Et dans notre cas, ça a créé un problème de performance qui est caché. Donc, pour démontrer cela, il me suffit ici, par exemple, de faire un pipe ici. De faire un tap et de faire un console log ici. Donc l'idée serait d'afficher à chaque fois dans ma console la valeur qui est émise sur le flux à chaque fois que quelqu'un souscrit dessus. Donc si on retourne dans notre navigateur et que je me réfère ici au contenu de la console, donc si j'actualise la page, donc on voit ici que j'ai cet appel qui est effectué 2 fois. Et le contenu ici, il s'agit du console log que nous avons mis lors de notre appel au... Il s'agit du code que nous avons mis ici. Donc c'est ce code qui effectue cela. Donc on voit bien que ceci correspond à 2 souscriptions, d'où l'affichage 2 fois de la liste ici, à travers le tab que nous venons de mettre en place. Donc si nous sommes dans le cas d'une application, ça veut dire que ceci va correspondre à deux appels serveurs. Donc imaginez si nous avons par exemple plusieurs async pipe qui pointent sur ce flux. Donc ça veut dire qu'il y aura, si c'est 10 async pipe qui pointent sur ce flux ou d'autres flux, donc ça veut dire qu'il y aura 10 async, 10 requêtes qui se feront. Donc pour éviter cela, donc on passe, comme je l'ai dit, par l'utilisation des opérateurs de conversion de flux, mais on peut améliorer également cela en utilisant facilement le applet. Donc pour réaliser cela, il nous suffit de créer ici une variable que je peux nommer par exemple user list comme ça, et dans laquelle je vais affecter cette valeur. Donc ça veut dire ici que j'ai créé une variable qui me permet de stocker le résultat issu de cette opération. Donc je stocke cela une fois,
Et je peux maintenant réutiliser cette variable dans mon template. Donc il me suffit de remplacer toutes les parties où je faisais ceci par le user L comme ça. Donc en procédant ici, déjà si on retourne là, donc on voit que maintenant nous avons un seul appel qui se fait au lieu de 2 précédemment. Donc on vient ici d'utiliser le LED pour pouvoir réaliser une amélioration de la performance de notre application de cette façon. Donc en imaginant par exemple que ce soit des requêtes qui demandent beaucoup de temps pour être exécutées ou qui retournent beaucoup de ressources. Donc ça nous permet d'optimiser un peu les requêtes que nous faisons. Donc on vient d'utiliser le let pour éviter cette répétition et améliorer la performance de notre application en limitant le nombre de requêtes. Donc nous allons voir un troisième exemple d'utilisation du let encore une fois. Donc je vais supprimer ceci. Donc on va prendre notre quatrième exemple. Donc si on se réfère encore une fois au composant ici, donc il s'agit d'un composant à l'intérieur duquel nous déclarons une variable sur laquelle nous allons faire un binding. Donc on va voir plus tard à quoi cela correspond. Et nous avons également une valeur qui correspond à une réponse, qui est dans ce cas un signal. Donc on va supposer que ceci est une réponse d'un appel vers un serveur et qui est retourné sur ce format. Donc nous avons le statut qui permet de simuler dans ce cas le statut HTTP et nous avons le data qui nous permet de récupérer une liste de valeurs. Donc si on se réfère maintenant au template, donc ici nous abordons comment le let peut nous permettre de réduire les répétitions lors de l'écriture du code. Donc si on se réfère à ce que nous avons ici, déjà nous allons voir à quoi cela ressemble. On analyse le template, on regarde à quoi cela ressemble et nous allons voir comment nous pouvons utiliser le let pour améliorer tout cela. Donc ici, si on se réfère à ce que nous avons dans notre template ici, après la récupération de la réponse, l'idée est que nous essayons d'afficher le statut de la réponse et nous essayons d'afficher les informations sur la première personne ou la première donnée dans la liste des données récupérées. Donc pour le premier élément de la liste, on essaie de récupérer le nom et le niveau de la personne en question et on l'affiche. Donc ici, le résultat serait d'afficher le nom de la personne et de mettre à côté du nom, entre crochets, son niveau. Donc si on se réfère à ce que nous avons ici, donc ça veut dire qu'on s'attend à avoir Ali avec le niveau junior affiché dans notre navigateur. Donc si on retourne ici, donc il s'agit de ce que nous avons là. Donc dans un premier temps, on va se limiter à juste cette partie et après nous allons attaquer la partie finale. Donc ceci nous permet d'avoir ce résultat. Et si on revient dans le template, vous allez remarquer ici qu'on fait une répétition de l'appel, des getters, des signaux ici. Donc nous avons un signal réponse et à chaque fois pour y accéder, on fait une répétition de réponse à chaque fois. Donc on fait plusieurs appels au getter à chaque fois pour pouvoir accéder à la valeur. Donc en supposant ici nous avons nous avons la récupération de la valeur, la première valeur. Donc, mais on réalise quand même une répétition ici de la récupération de la première valeur contenue dans le tableau qui est retourné. Donc on aurait pu utiliser par exemple ici un computed signal pour pouvoir faire cela. Mais même en procédant de cette façon, cela ne réduit pas l'écriture qu'on fera ici. Donc en utilisant même un computed signal, ça veut dire qu'on va quand même faire appel ici au computed signal, au getter du computed signal ici et également ici. Donc nous avons plusieurs répétitions de l'appel au getter des signaux dans ce cas. Donc l'idée ici, c'est qu'on peut utiliser le let pour pouvoir optimiser un peu ou de réduire plutôt l'écriture du code que nous faisons ici ou les appels de getter aux signaux que nous faisons ici. Donc pour améliorer cela, on peut par exemple définir une variable ici que nous allons appeler réponse. Donc je mets rep juste pour éviter la collision de variables avec la variable réponse qui existe déjà dans la partie TypeScript.
Donc on peut affecter ici la valeur de la réponse. On peut faire ceci. Et une fois la valeur de la réponse récupérée, on peut faire la même chose, créer une nouvelle variable ici pour récupérer les informations sur la première personne. Donc on peut dire par exemple que ceci représente notre first user. Donc on procède de cette façon. On déclare une deuxième variable. Donc ça veut dire que ici, le fait de déclarer une variable qui contient la valeur de la réponse, donc ça nous permet de pouvoir ici déjà remplacer ceci juste par le rep. Et au niveau même de la deuxième variable ici, on peut réutiliser la variable que nous avons déjà ici pour éviter de faire encore appel au getter du signal dans ce cas. Donc une fois la valeur récupérée, donc on peut remplacer tout ce que nous avons ici par face user et ceci également par face user. Donc ça nous permet de limiter les appels au getter de signaux que nous faisons dans notre code. Donc si je fais le save, que je retourne dans mon navigateur, donc je vois que j'ai le même résultat que tout à l'heure. Et lorsque je vais changer, par exemple, la récupération de la valeur, il me suffit de dire, par exemple ici, en supposant que je veux récupérer les informations sur la deuxième personne, donc je peux juste changer ici, au lieu d'avoir à faire des changements à différents niveaux. Donc ça me permet de récupérer l'information sur la deuxième personne dans la liste. Donc ceci nous permet, dans ce cas, donc l'idée de cet exemple, c'est de montrer qu'on peut limiter les répétitions que nous faisons dans notre code. Donc le dernier exemple que nous allons voir ici ressemble un peu à ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc l'idée derrière cet exemple, c'est quoi? C'est que nous avons un sélecteur ici qui nous permet de choisir certaines valeurs. Et cette valeur correspond aux classes où va permettre de déterminer, cette valeur va déterminer une classe qui sera appliquée à un message qui est affiché sur notre page. Donc pour avoir une idée de cela, on revient juste là. Donc il s'agit de cette partie. Donc l'idée c'est que lorsque je vais choisir error, donc je vais rendre cette boîte d'infos, ou plutôt la boîte d'alerte rouge. Lorsque je choisis success, je veux que ça passe au vert. Lorsque je choisis le warning, bref, le choix ici va déterminer la classe qui va s'appliquer à notre alerte ici. Donc si on se réfère au code, donc nous mettons en place dans un premier temps un select qui nous permet de récupérer les valeurs ou la valeur que nous allons utiliser pour réaliser notre calcul de classe. Donc nous avons les valeurs error, info, warning et success que nous pourrons utiliser. Donc ensuite nous mettons en place un reactive, pas un reactive mais un template driven form ici. Donc on utilise le ng model qu'on branche sur un signal dans notre composant ici. Donc on crée le modèle pour pouvoir faire ça. Donc le modèle, nous avons déjà vu ça dans une précédente série sur la version 17 d'Angular. Donc le modèle nous permet c'est la méthode ou la nouvelle fonctionnalité qui permet de faire du two-way data binding en se basant sur les signaux. Donc si on utilise les inputs, c'est des read-only. Et les outputs permettent d'émettre des valeurs. Donc les modèles permettent en quelque sorte de faire une combinaison de ces deux choses en un seul élément. Donc il s'agit des signaux qui sont writable contrairement aux inputs qui sont readable. Donc si on revient dans notre template ici, donc je disais tout à l'heure qu'on crée un two-way data binding sur l'élément de sorte qu'à chaque fois qu'on change la valeur ici, que cela se reflète dans le signal que nous avons, le alert class. Donc on utilise ensuite cette valeur en le combinant avec le binding sur la classe de l'élément pour pouvoir déterminer la classe à appliquer à l'élément en fonction de la valeur sélectionnée, c'est-à-dire le alert class. Donc on dit ici lorsque la valeur de alert class correspond à error que nous voulons appliquer la classe red. Si cette valeur correspond à success que nous voulons appliquer la classe green, ainsi de suite.
Donc on voit ici également que nous faisons des répétitions et qu'on met tout cela au niveau de notre classe ici, ce qui n'est pas mal. Mais on peut améliorer cette écriture également en utilisant le athlète. Donc pour pouvoir faire cela, c'est simple, il nous suffit de déplacer tout ceci. Donc on peut déplacer tout ça et mettre cela, déclarer une variable ici. Donc je peux dire par exemple que alert classe 6 par exemple. Où je mets alerte, on a déjà alerte classe ici. Ok, donc je mets alerte classe 6. Ou je ne sais pas quel nom mettre, je vais mettre alerte classe avec K, juste pour vous faire la différence entre les deux. Donc je copie et je colle tout ceci. Donc en procédant ainsi, je crée une variable. Et ici, cette variable, en réalité, cela correspond dans ce cas à un objet. Donc c'est comme si je déclarais un objet dont les clés sont les classes appliquées et les valeurs correspondent aux valeurs calculées en se basant sur la valeur sélectionnée par l'utilisateur. Donc en procédant ainsi, je peux juste, vu que le binding de classe supporte ou peut prendre comme paramètre un objet, donc il me suffit de faire ceci. Donc si je fais le save et que je retourne là, donc on va tester si tout marche bien. Donc on voit que tout fonctionne toujours comme avant. Donc c'est une façon de faire également, c'est-à-dire de pouvoir utiliser le athlète en combinaison avec le binding au niveau des classes, le attribut de binding au niveau des classes. Donc ça permet de séparer la création d'objets de la classe et d'avoir quelque chose de plus simple dans l'écriture ici. Donc quelque chose de plus joli, je dirais plutôt, au niveau de l'écriture de nos classes. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous pour cette vidéo sur le athlète, qui est une nouvelle fonctionnalité intéressante qui permet, comme nous l'avons vu à travers les différents exemples, d'améliorer la lisibilité ou la façon dont nous écrivons nos codes dans le template et surtout de réduire ou d'améliorer plutôt la répétition qu'on fait dans le template. Nous avons vu également qu'on peut l'utiliser pour améliorer la performance également de nos applications, les combinant avec le async pipe pour éviter de faire plusieurs appels, par exemple dans le cas des flux, ou d'éviter de faire plusieurs souscriptions plutôt pour être plus généraliste. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à la liker. Et n'hésitez pas à la partager également autour de vous pour permettre à d'autres personnes de découvrir le contenu que je partage. Et en faisant cela, cela améliorera la visibilité de la chaîne. D'ici là, portez-vous bien.